Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'humanité va produire un effort conséquent d'exploration de la Lune au cours de la décennie. Une station va être installée en orbite lunaire, le pôle Sud va recevoir de nombreuses missions robotisées et peut-être même quelques-unes habitées. À plus long terme, l'idée d'une base lunaire fait son chemin, aussi bien en Occident qu'en Chine. S'installer sur la Lune va coûter très cher, et au-delà de l'exploit technologique et du prestige national, il faut être capable de justifier ce coût pour assurer la pérennité d'un programme d'exploration. Une de ces justifications tiendra peut-être aux ressources que notre satellite contient, et notamment son eau qui pourrait permettre de le transformer en station-service pour aller explorer plus loin dans le système solaire. L'autre justification évidente, c'est bien évidemment la science. La Lune est un objet fascinant à étudier. Quelle est son histoire et comment celle-ci est mêlée à celle de la Terre? Pourquoi est-elle si différente de notre planète? Que peut-elle nous apprendre sur les conditions initiales du système solaire? En plus d'être un objet d'étude à part entière, la Lune peut aussi se révéler un formidable laboratoire pour mener des expériences qui sont difficiles à produire sur Terre. Gravité réduite et absence d'atmosphère offrent des conditions qui permettent d'envisager de nouveaux projets. Ces conditions peuvent notamment être propices à l'astronomie et la radioastronomie. Concevoir un grand télescope sur Terre est une tâche difficile. Pour obtenir de très bonnes performances, il faut réussir à maintenir sa forme avec des tolérances très précises, quelle que soit la direction dans laquelle on le pointe. La gravité de surface importante de notre planète impose d'avoir recours à une structure de support extrêmement robuste. Par ailleurs, la lumière qui est collectée par le miroir d'un télescope optique doit d'abord traverser l'atmosphère et ses turbulences. Ces dernières perturbent le front d'onde lumineux, ce qui oblige à recourir à de coûteuses techniques d'optique adaptative. Les miroirs des grands télescopes doivent ainsi être déformés en permanence et de manière très précise pour rétablir le front d'onde. Par ailleurs, notre atmosphère absorbe aussi une part importante du spectre lumineux, ce qui rend les observations dans certaines longueurs d'onde tout simplement impossibles. Les télescopes spatiaux permettent d'éviter ces contraintes, mais ils en amènent d'autres. Il est difficile de faire tenir un grand miroir sous la coiffe d'une fusée, et toute opération de maintenance ou de mise à niveau s'annonce très difficile, voire impossible. L'idée d'installer des observatoires optiques sur la Lune peut être envisagée comme une troisième alternative. Notre satellite offre un milieu très hostile. Il faut passer par un long et coûteux voyage pour atteindre sa surface. Les températures peuvent varier de moins 170 à plus 130 degrés Celsius, ce qui n'est franchement pas optimal pour les machines. La poussière lunaire très fine et collante représente un autre cauchemar qu'on a du mal à réconcilier avec l'idée d'un miroir parfaitement propre. Pourtant, la Lune offre aussi des avantages qui lui confèrent un certain intérêt. L'absence d'atmosphère rend les observations astronomiques aussi simples qu'avec un télescope orbital. Les nuits très longues, d'une durée de 14 jours terrestres, permettent de suivre un sujet d'observation de manière continue, dans des conditions optimales. Vu depuis la Lune, le mouvement du ciel est 27 fois plus lent que vu depuis la Terre. Et même en plein jour, beaucoup d'étoiles restent visibles. Il est possible d'appuyer la structure d'un télescope sur une surface solide, ce qui le rend plus facile à pointer qu'un télescope spatial. Les contraintes liées à la gravité de surface restent par ailleurs bien moindres que sur Terre. Les opportunités présentées par ces conditions ont poussé la CNSA, l'agence spatiale chinoise, à déployer le tout premier télescope lunaire avec la mission Chang'e 3 en 2013. Il porte le nom de LUT, dispose d'une ouverture de 15 cm et concentre ses observations dans le domaine ultraviolet proche. Malgré son tout petit miroir, semblable à celui d'un télescope amateur, il a pu cataloguer des dizaines de milliers d'étoiles, en se concentrant en particulier sur les étoiles binaires. On est donc tenté d'imaginer ce qu'il serait possible de faire avec un télescope plus grand, beaucoup plus grand.
Car en effet, la faible gravité de surface de la Lune pose peu de contraintes quant à la taille des miroirs qu'on peut y déployer. Sur Terre, il est très difficile de construire et d'opérer un miroir de télescope de plus de 8,40 m constitué d'une seule pièce. C'est pourquoi les futurs grands télescopes disposent tous de miroirs segmentés. Sur la Lune, déployer un miroir monolithique de 50 mètres de diamètre devrait être possible. Il paraît par contre illusoire de le transporter depuis la Terre. Aucune fusée n'en est capable et cela devrait rester le cas pour encore très longtemps. La Lune possède cependant des ressources et en 2008, des scientifiques du Goddard Space Center, à la NASA, ont devisé une recette pour créer des miroirs géants directement sur notre satellite. Elle consiste à créer une base en béton lunaire en ayant recours au régolithe local, à des fibres de carbone et à de l'époxy. Le mélange crée un matériau très rigide, capable de résister aux moindres déformations qui affecteraient un télescope. Le haut de cette base peut alors être à nouveau recouvert d'époxy et mis en rotation, ce qui donne une forme parabolique idéale à la structure ainsi créée. Il ne reste plus qu'à le recouvrir d'aluminium et le tour est joué. Les chercheurs qui ont proposé la méthode sont parvenus à créer un miroir de 30 cm de diamètre à partir d'un analogue de régolithe lunaire. Un télescope de 50 mètres de diamètre ainsi fabriqué sur la Lune offrirait des capacités de détection bien au-delà de tout ce qui existe aujourd'hui et de ce qui est prévu dans un futur proche. Mais il est possible de voir encore plus grand. À l'université d'Austin au Texas, on réfléchit à l'utilisation de miroirs liquides pour atteindre une surface collectrice de 100 mètres de diamètre. L'idée serait là encore de mettre un liquide en rotation pour donner une forme parabolique au miroir. Un second liquide réfléchissant, comme du mercure, serait alors placé au-dessus. Là encore, la faible gravité lunaire et son absence d'atmosphère aideraient à conserver ce miroir le plus parfait possible. Un tel outil pourrait par exemple capter la lumière des toutes premières étoiles de l'univers. Les immenses télescopes optiques sur la Lune représentent encore un défi d'ingénierie conséquent. Un miroir d'astronomie doit être poli avec une précision très importante pour pouvoir être efficace. Il existe cependant un domaine du spectre électromagnétique qui supporte mieux les imprécisions, c'est celui des ondes radio. La plupart des radiotélescopes se trouvent sur Terre, où il est possible de construire des antennes immenses sans avoir à se préoccuper des tolérances ultra précises nécessaires pour les télescopes optiques. Le record revient au télescope chinois FAST, qui fait tout de même 500 mètres de diamètre. Il est aussi possible de déployer des radiotélescopes dans l'espace, à l'instar du satellite russe Spectre-R. Par rapport à ces deux solutions, la Lune offre cependant un avantage de taille, sa face cachée. L'humanité est une source insatiable d'ondes radio. Une grande partie des télécommunications modernes passe par ce domaine du spectre électromagnétique. Et la promesse d'une explosion de l'Internet par satellite ne devrait pas arranger les choses. Certes, certaines fréquences sont réservées à la radioastronomie, mais elles offrent un terrain de jeu limité. Sur la face cachée de la Lune, le brouhaha terrestre est étouffé par des milliers de kilomètres de roches. Au cours des nuits lunaires, les émissions radio du Soleil sont elles aussi occultées, et il devient possible de tourner une antenne vers les étoiles en toute quiétude. Au sein de la NASA, le projet LCRT aimerait bien exploiter ce calme, notamment pour observer l'univers dans les très grandes longueurs d'onde, qui sont réfléchies par la ionosphère terrestre et qui n'atteignent donc pas les observatoires au sol. Pour observer dans ce domaine, il faut cependant de très grandes antennes, mais là aussi, la Lune a des avantages naturels. Certains de ces nombreux cratères ont ainsi déjà une forme quasi parfaite pour former une antenne. À l'aide de robots, il devrait être possible de déployer une sorte de filet métallique qui constituerait une surface collectrice d'1 kilomètre de diamètre. De quoi ouvrir le domaine quasi inexploré des très grandes longueurs d'onde. En plus des télescopes et radiotélescopes, une autre méthode d'observation du cosmos commence à s'intéresser à la Lune. L'astronomie en ondes gravitationnelles est une science naissante qui s'appuie pour le moment sur 3 interféromètres déployés aux États-Unis et en Italie. L'Agence spatiale européenne prévoit de déployer un immense interféromètre spatial dans les années 2030, avec la mission LISA. Ces machines utilisent des faisceaux laser, voyageant sur de grandes distances pour mesurer les déformations de l'espace-temps engendrées par le passage d'une onde gravitationnelle. Et encore une fois, la Lune pourrait présenter des avantages.
à la fois par rapport à la Terre et par rapport à un observatoire spatial, pour mener ces observations. Le projet GLOC prévoit ainsi d'installer 3 petites bases lunaires séparées de 40 km les unes des autres. Tout comme LISA ou LIGO, elles feraient circuler et interférer des faisceaux laser pour détecter le passage d'ondes gravitationnelles. Ces stations nécessiteraient une infrastructure minimale par rapport à un interféromètre terrestre. Pas besoin de créer un espace maintenu sous vide sur le chemin des lasers, puisque la Lune ne possède pas d'atmosphère. Pas besoin non plus de se préoccuper de signaux parasites induits par le vent, les vagues ou les éclairs. Notre satellite est un astre mort, et c'est parfait lorsqu'on cherche à se couper de toute influence extérieure. Un interféromètre lunaire serait aussi plus simple à contrôler qu'un interféromètre spatial, tel que LISA. Les 3 stations occuperaient en effet des endroits fixes à la surface de notre satellite. Ces projets d'astronomie sont encore hors de portée de l'humanité, mais peut-être plus pour longtemps. Le nouvel effort lunaire qui accompagne Artemis, ainsi que les progrès menés dans des technologies telles que l'impression 3D, pourraient rendre l'installation d'immenses observatoires lunaires possible d'ici quelques décennies. Ce serait l'occasion pour les astronomes et astrophysiciens d'aller chercher de nouvelles informations, qui ne sont pas encore accessibles depuis la Terre ou l'orbite. Voilà en tout cas une bonne raison de renouer avec l'exploration de la Lune. Et nous voici arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 14 mars à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.